La ville d'Avion, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, est sur le point d'utiliser le gaz de mine pour alimenter son réseau de chaleur. Ça chauffera écoles, logements, collèges, commissariats et le nouveau centre aquatique. Et ce n'est pas la première ville à exploiter le méthane des anciennes veines minières. Alors en quoi cette solution est-elle écologique ? Est-ce le nouvel Eldorado du Nord-Pas-de-Calais ? Et quelles sont les limites de ce dispositif ? Pour évoquer ces questions, émission spéciale comme une planète, préparée avec Fabrice Bourgis de La Voix du Nord. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne. Et nous sommes ravis d'accueillir nos deux invités. Éric Vidalinck, directeur régional de l'ADEME, directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France, l'agence publique de la transition écologique. Bonjour. Bonjour. Et Yann Fouan, directeur des relations publiques et des projets pour la Française de l'énergie, la FDE, qui accompagne les villes dans l'exploitation du gaz de mine. Bonjour. Mais avant de commencer nos échanges, Fabrice Bourgis, rappelez-nous ce qu'est le gaz de mine. Et voilà que le tant redouté grisou de nos anciens mineurs refait surface. À la différence près qu'on nous l'envierait presque, cette fois, de l'avoir sous nos pieds. Quoique. Piégé dans le charbon, le grisou est, pour l'essentiel, composé de méthane. Un gaz redouté du temps des mines, car explosif à un certain pourcentage de concentration dans l'air. En 1990, l'extraction du charbon prend fin dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais le grisou, lui, continue toujours de se répandre dans les 110 000 km de galeries souterraines. Pour éviter les montées en pression et limiter les fuites en surface, le bassin minier va alors être mis en sécurité. C'est la tâche qui va être confiée à Gazonor en 1991. Mais le méthane est un gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement 25 fois plus puissant que celui du CO2. Avec l'accélération du changement climatique, l'Europe demande alors aux États, en 2024, de régler le problème de ces fuites de méthane. C'est pourquoi Gazonor, racheté entre-temps par la Française de l'énergie, exploite depuis 2021 sur ses 4 sites ce gaz de mine, soit sous forme d'électricité, soit dans les réseaux de chaleur pour les villes. Et l'entreprise s'est tout récemment vue accorder l'accès à 18 autres sites miniers. Alors, l'exploitation de ce gaz de mine, est-ce une aubaine dans la lutte contre le réchauffement climatique ? C'est ce que nous allons tenter de voir avec nos deux invités. Et on va poser une première question à M. Vidalinck. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous tout d'abord nous faire un état des lieux sur ce gaz de mine dans le bassin minier ? Qu'est-ce qui le différencie du CO2 ? Est-ce que c'est le seul gaz qu'on retrouve ? Son potentiel ? Alors, ce gaz de mine, il est issu de l'activité de l'exploitation de charbon. Donc, ce n'est pas une ressource qu'on a utilisée par le passé, mais c'est une ressource qu'on se retrouve aujourd'hui à valoriser, parce que ces anciennes mines, galeries de mines, on a besoin de les sécuriser, et pour les sécuriser, on a besoin de gérer la sortie de ce grisou de ces mines. Donc le potentiel, il est significatif, il va être là pendant un moment, jusqu'à ce que les galeries soient noyées, et l'enjeu, c'est de le valoriser au mieux, puisque aujourd'hui, en fait, on sécurise les mines. Et l'enjeu, plutôt que de rejeter du méthane dans l'atmosphère, c'est de rejeter du CO2. Faire cela, déjà, ça va réduire l'impact significativement. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur l'ensemble de la veine minière du Nord-Pas-de-Calais, des veines minières, il y a des fuites de méthane un peu partout. Voilà, et quand on rejette ce méthane, ça impacte 30 fois plus le climat que le CO2. Donc l'idée, quand on le fait sortir, c'est de le brûler pour rejeter à la place du CO2. Vous savez que le CO2, c'est pas terrible pour le climat, mais on voit qu'il y a quand même un impact qui est 30 fois inférieur. Donc ça, c'est le premier enjeu, on va dire, pour le climat, c'est passer du méthane au CO2. Et donc en le brûlant, en fait, on réduit cet impact. La deuxième manière de réduire l'impact, c'est en le brûlant, si on récupère cette chaleur, ou si on fait de l'électricité, eh bien, on va se substituer à d'autres énergies. Donc là, on va avoir un deuxième effet énergétique et climatique. Et c'est ça l'enjeu des projets que l'on accompagne aujourd'hui à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. C'est aider à ces projets à se développer pour, plutôt que d'importer du gaz fossile de l'autre bout du monde, valoriser cette ressource locale, qui n'est pas une ressource renouvelable, qui n'est pas une ressource infinie. Oui, parce qu'il y a une durée limitée dans le temps. Voilà, mais elle est là quand même pendant quelques décennies, dans des volumes significatifs. Donc c'est du cas par cas. On peut pas dire, on peut en faire partout dans le bassin minier, mais on a des enjeux à vraiment valoriser cette ressource pendant les décennies qui viennent. C'est un déchet utile en fait. C'est ça, c'est un déchet utile. Et pour nous, ça s'apparente à ce que l'on appelle par ailleurs l'énergie fatale ou l'énergie de récupération.
Quand sur une usine, on va récupérer la chaleur sur le process, c'est un peu la même chose. C'est un coproduit qu'il s'agit de valoriser. Alors Yann Fouan, vous représentez la Française de l'énergie et vous vous accompagnez de... Enfin, déjà, vous, votre rôle au départ, c'était de sécuriser toutes ces veines minières. Alors oui, au moment du rachat de Gazonor, parce que c'est le nom de la filiale dans les Hauts-de-France, donc on est en 2016, fin 2016. En effet, on reprend la responsabilité sécuritaire vis-à-vis du bassin minier, qui est de décomprimer les 110 000 km de galeries pour éviter des émissions de ce gaz de manière diffuse et surtout garder le réservoir, les galeries en dépression pour éviter ces émanations. Aujourd'hui, en plus de ça, il y a l'aspect écologique, puisque comme l'expliquait Eric, on évite des millions de tonnes de CO2 équivalent par an. On l'a fait mesurer, c'est 3,5 millions de tonnes équivalent qu'on évite à l'atmosphère en captant ce gaz de mine. Et derrière ça, grosse actualité qui est liée aussi à la géopolitique actuelle, on essaye de travailler en circuit court et valoriser de manière économique une énergie locale pour une consommation locale. Mais alors pourquoi jusqu'en 2021, puisque 2021 c'est Béthune qui ouvre le bal en exploitant ce gaz de mine pour faire de l'électricité, pourquoi jusqu'en 2021 on n'utilisait pas ce potentiel? Ça traînait, oui. Ouais, alors en fait, entre les années 90 et le rachat de Gazonor par Française de l'énergie... Les années 90, c'est la fin des mines. Fin du charbonnage de France. Et en gros, l'État se retrouve avec un problème. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce gaz alors que le charbonnage de France s'est dissous et a disparu? Entre 90 et 2016, Gazonor ne faisait que de la valorisation sous forme de gaz, soit à destination d'industriels existants, soit en injectant chez GRT, Natran maintenant, activité qu'on continue. Mais nous, ce qu'on a introduit en 2016, au moment du rachat, c'est la production d'électricité à partir du gaz de mine. Et là, on gagne en flexibilité. Ça nous permet de multiplier les sites et surtout donc de proposer aux clients potentiels, donc les réseaux de chaleur, de pouvoir récupérer la chaleur produite par ces moteurs de production d'électricité. Et concrètement, les villes, en fait, c'est essentiellement les villes. Oui, parce que un des critères de l'ADEME pour subventionner les réseaux de chaleur, c'est ce qu'on appelle la densité énergétique. Et il se trouve que l'histoire s'est faite autour de l'exploitation des mines. Donc des communes sur la cale, type Lens et Le Avion, sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Donc on a eu une démographie qui s'est construite autour des puits de mines, dans le cadre de l'extraction du charbon. Et donc, forcément, en tant qu'acteur et producteur de gaz de mine, on est bien positionné pour fournir ces communautés en énergie ou en chaleur. Toute petite question sur l'électricité. En fait, ça coûte plus cher de la produire. Vous, ce que vous faites, vous, depuis 2016, c'est-à-dire que l'électricité est rachetée par l'État à un prix... Alors, un prix négocié, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est du marché. C'est dans le cadre d'une obligation d'achat. Donc, c'est ce qui a fait le début de l'histoire. C'est comme le photovoltaïque ou comme l'éolien. On a obtenu au niveau de l'État un tarif de rachat, une obligation d'achat qui est valide 15 ans. Donc, dès que vous démarrez une machine, pendant 15 ans, vous avez un prix fixe. Et c'est ce qui nous a permis de construire le parc de machines qu'on a actuellement. Bon, et concrètement, ce gaz, en fait, il va alimenter un moteur qui va produire de l'électricité, c'est ça? C'est ça, c'est un moteur, un V20, 20 cylindres, c'est des moteurs de bateau, tout simplement, qui vont consommer le gaz dans l'état, donc il n'y a pas besoin de l'enrichir, il n'y a pas besoin de l'épurer. Et ce moteur entraîne une génératrice qui injecte l'électricité sur le réseau, et notamment chez Enedis. Donc, soit on produit de l'électricité, soit on réintroduit ça dans un réseau de chaleur. Mais Éric Vidalin, pourquoi jusqu'en 2021, on ne s'est pas trop intéressé quand même à ce gaz de mine? Parce que le gaz naturel était moins cher, parce que c'était une énergie bon marché Oui, principalement, ça va être ça la raison. C'est-à-dire que 2022, on a une double crise énergétique, électrique et gazière. Gazière liée à la guerre en Ukraine et le fait qu'on va se passer des imports de gaz russe. Et en plus, cette année-là, notre parc nucléaire est en panne pour un tiers du parc et on a une production hydraulique qui est faible parce que faible pluviométrie. Et donc là, les prix du gaz explosent. On passe de 30 à 300 euros le mégawattheure sur les marchés. Et donc, ça va accélérer plusieurs projets, pas que autour des gaz de mine, plusieurs projets d'énergie renouvelable. Et la situation de crise géopolitique qu'on connaît aujourd'hui
remet ça sur le devant de la scène. En fait, il faut bien avoir en tête qu'en France, on est dans une situation de dépendance énergétique majeure, puisqu'on importe l'intégralité du gaz, du pétrole, du charbon. Toutes les énergies fossiles sont intégralement importées en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à valoriser des énergies locales, renouvelables autant que possible. Le gaz de mine, même s'il n'est pas renouvelable, il est là pendant longtemps et il vaut mieux le valoriser de toute façon pour le climat. Mais il y a vraiment cet effet, on va dire, économique et considération géopolitique qui amène à un moment à accélérer les projets et à s'en occuper un peu plus que ce qu'on faisait avant. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que d'amener du gaz fossile de l'autre bout du monde dans une économie globalement mondialisée avec des prix qui sont stables. Sauf qu'on voit qu'à un moment, tout ça est très fragile. Et quand ça casse, les prix sont multipliés par 10. Donc aujourd'hui, l'exploitation du gaz de mine serait plus chère que faire venir du gaz fossile de l'autre bout du monde ? Si on prend le contexte des années 2000, c'était le cas, ouais. Ah oui. C'était le cas. De manière générale, et c'est un des sujets de la transition écologique, toutes les énergies décarbonées sont plus coûteuses à l'investissement que les énergies fossiles. Mais aujourd'hui, le gaz de mine et l'exploitation de gaz de mine est toujours aussi cher ou pas ? Aujourd'hui, par rapport au vous gaz imaginez fossile. bien, si on est autant sollicité pour des projets de réseau de chaleur, c'est qu'il y a quand même un intérêt qui est un prix fixe pendant la durée de la concession. Donc, si on prend le cas de Béthune, c'est pendant, de mémoire, 16 ou 17 ans où on a un prix fixe. Et il faut savoir que le premier réseau de chaleur au gaz de mine, donc celui de Béthune, qui a démarré en 2021, à l'époque, et on était avant la crise ukrainienne, on était déjà 40% en dessous du prix du marché. Donc, Monsieur Gacker, qui est toujours maire de Béthune, a fait le deal du siècle en signant, sans le savoir, avant l'explosion des prix du gaz liés à la crise ukrainienne. Donc aujourd'hui, c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est un investissement qui est rentable quand même pour les villes ou pas ? Parce que j'imagine que c'est un gros investissement pour passer la vie. On peut donner le montant d'investissement pour Béthune, par exemple ? Alors, Béthune, même si on a tenté de joindre les deux villes, Avion et Béthune, mais avec le calendrier électoral, ça a été trop compliqué. Alors, Béthune, on n'est pas les seuls à fournir cette énergie fatale, puisqu'il y a un incinérateur à la Beuvrière qui alimente aussi une partie du réseau de chaleur. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir, le prix de la chaleur Non, mais si par exemple une ville demain qui pourrait profiter de ce gaz de mine se dit combien ça coûte d'investir dans l'équipement ? Nous, on investit dans nos propres équipements et on va dire on se paye, on se rémunère sur la vente de l'énergie sur la durée du contrat. Après, il faut savoir que, je te laisse reprendre la parole, mais pour la commune, le réseau de chaleur ne coûte rien en fait. C'est un mécanisme de subvention où c'est l'exploitant, le concessionnaire, qui va venir se rémunérer sur la vente de chaleur pendant les 10, 15, 20 ans de la concession. Mais il faut construire après. Enfin, il faut, j'imagine, défoncer des routes pour amener des tuyaux. Alors ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas vous. Ça, c'est pas notre travail. Nous, on est producteur d'énergie, on n'est pas distributeur. Mais cet investissement-là, il est rentable, du coup, pour une ville Alors, il est rentable sur le long terme. Sur le long terme. Et s'il ne l'est pas, c'est pour ça qu'existe le fonds chaleur. Donc, le fonds chaleur, c'est 800 millions que l'État confie à l'ADEME. Voilà, ça, c'est le rôle de l'ADEME sur ce dossier-là. Amener de l'expertise technique et amener des moyens financiers. L'ADEME, c'est une agence d'expertise et de moyens. Et notre rôle, c'est vraiment ça, c'est de faire accompagner les études en amont pour savoir s'il y a un potentiel, s'il y a un intérêt technique, économique, et ensuite accompagner financièrement pour que le projet y sorte. D'accord. C'est bien parce que ces projets sont plus coûteux, et notamment à court terme. C'est des investissements. Sur la durée, on peut avoir un vrai intérêt avec un coût du mégawattheure qui est plus faible. Mais de manière générale, les énergies décarbonées alternatives, elles sont plus coûteuses à l'investissement et moins au fonctionnement. Donc l'ADEME va aider à faire cet investissement, que ce soit sur les tuyaux, que ce soit sur des équipements complémentaires, par exemple la récupération de chaleur fatale sur l'incinérateur qu'on évoquait, sur une chaufferie biomasse, sur de la géothermie. Et c'est pour ça que c'est difficile de répondre et de vous dire un projet de gaz de mine, ça vous permet d'économiser 20% ou 40% ou ça vous coûte 10% plus cher, parce que tout ça dépend du mix que vous allez mettre en œuvre. Sur un réseau de chaleur, on n'a jamais une seule énergie. Et un exemple dans la région assez intéressant, c'est le réseau de chaleur d'Amiens, par exemple, où on récupère de la chaleur sur la station d'épuration, sur des data centers, on a une chaudière biomasse, on a du biogaz. Et vous voyez, c'est tout ça qu'on va mobiliser selon les saisons, selon les potentiels du moment, pour chauffer le réseau.
Mais alors, donc, au niveau du modèle économique, soit le gaz de mine, on va l'utiliser pour faire de l'électricité, et là, c'est la Française de l'énergie qui, quelque part, investit dans le moteur pour générer l'électricité, et la ville vous achète l'électricité. Non, la chaleur. Ouais. Nous, notre business model, c'est injection du gaz sur les réseaux Natran, donc ça continue, production d'électricité, et lorsqu'il y a un exutoire pour la chaleur, en effet, des communes ou des agglomérations viennent nous voir pour la récupérer. Mais on sait vivre sans cette récupération de chaleur. Et c'est pour ça qu'on parle de moteur et de cogénération. Nous, ce qu'on installe, c'est des moteurs de production d'électricité à partir du gaz de mine. Et lorsqu'il y a un client potentiel, lorsqu'il coche toutes les cases des études ADEME et des subventions qu'ils peuvent obtenir, là, on vient rajouter un kit sur nos moteurs pour capter la chaleur. Par contre, vous n'injectez pas d'électricité dans le réseau. On injecte de l'électricité dans le réseau, mais le client, c'est pas la commune, c'est EDF. C'est EDF, très bien. Au moins, c'est très clair. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Yann Fouan, directeur des relations publiques et des projets pour la Française de l'énergie, et Éric Vidalinck, directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France, pour parler de l'exploitation du gaz de mine dans le bassin minier, en quoi c'est une solution écologique. Alors, on a beaucoup parlé de Béthune, puisque ça a été la première ville à s'être lancée dans cette exploitation. Et puis là, au mois d'avril, l'actualité, c'est la ville d'Avion, toujours dans le bassin minier. Comment, eux, vont-ils exploiter ce gaz de mine ? Alors, Avion, déjà, c'est un des sites historiques qui fait partie des 4 sites de gaz au nord, avec celui de Lens, celui de Lourches et celui de Divion. Béthune n'étant qu'un satellite de Divion, parce que comme vous le savez, Béthune n'est pas sur le bassin minier. Mais il se trouve qu'il est situé à proximité d'une canalisation qui nous appartenait, donc on a juste remis en état et dévié. Mais Avion, c'est le plus gros site gaz au nord aujourd'hui, puisque c'est là où on injecte la totalité du gaz chez Natran. Et sur place, on a 5 machines, 5 moteurs qui produisent de l'électricité en continu. Alors, le hasard du planning a fait qu'on avait commencé à discuter avec Avion avant Béthune. Béthune est passé devant et on va dire on raccroche les wagons avec Avion, qui va donc être alimenté à partir de 3 machines disponibles déjà sur place. Et ça va alimenter toute la commune ? Alors, dans le cadre de l'étude de faisabilité, il y a tous les bâtiments publics qui vont être alimentés. Il y a les collèges. Vous parlez d'un centre nautique qui va être alimenté. Ouais, c'est ça. Le commissariat, etc., etc. Il faut savoir qu'un réseau de chaleur, c'est tentaculaire. Quand on regarde celui de Béthune, par exemple, c'est, je crois, 6 communes maintenant qui sont connectées au réseau. Et dans le cadre d'Avion, vous savez que c'est les agglos, et notamment la CAL, qui a récupéré la compétence énergétique. Ils sont en train de travailler sur un maillage énergétique au niveau de leur agglo pour regarder les futurs sites de production d'électricité avec le gaz de mine, mais également les industriels qui pourraient générer de l'énergie fatale. Et à partir de là, ils s'imaginent un réseau qui pourrait quasiment couvrir l'intégralité de la communauté d'agglo. Et ça aurait un impact sur la facture des habitants ? Alors, d'abord, c'est toujours les bâtiments publics qui sont alimentés. Ensuite, dans un second temps... Les logements des bailleurs sociaux. Des bailleurs sociaux aussi. Ouais, dans le cadre d'Avion, c'est le quartier de la République qui est concerné, Pas-de-Calais Habitat. Et derrière, encore une fois, c'est tentaculaire. Je ne sais pas si on est déjà arrivé au niveau du particulier, mais je sais que dans le cadre des nouvelles constructions, des nouveaux quartiers, il y a une forte sollicitation pour essayer de les raccorder au réseau de chaleur existant. Parce qu'il faut savoir que plus il y a de clients sur un réseau de chaleur, plus le tarif est intéressant et plus c'est rentable. Et donc, un impact quand même sur la facture finale des habitants. Au final, oui, indirect, mais ouais. Dans le cadre d'un centre nautique, qui sont des bons consommateurs pour un réseau de chaleur, en effet, il peut y avoir un intérêt à avoir une accessibilité plus facile au centre. Éric Vidalinck, vous accompagnez Avion également ? Oui, ça va être le deuxième projet que l'on devrait accompagner. Après Béthune. Après Béthune, ouais. Et effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les réseaux de chaleur, comme le disait Yann tout à l'heure, on a besoin d'avoir une densité
suffisamment grande parce que la chaleur, ça se transporte relativement mal. On a des pertes importantes par rapport à un réseau de gaz ou d'électricité. Donc, c'est important de distribuer cette chaleur assez rapide plutôt que de faire des kilomètres de tuyaux pour la transporter. Donc, on va d'abord desservir des gros usagers, des bâtiments publics, piscines, etc. On souhaite commencer à avoir des valorisations auprès de particuliers, mais le raccordement coûte toujours plus cher par rapport à la chaleur délivrée chez un particulier. Vous imaginez bien qu'un particulier consomme beaucoup moins qu'une piscine municipale ou intercommunale. Néanmoins, on voit des pays, zone plus septentrionale, Scandinavie notamment, etc., où on a 90% des logements qui sont raccordés. Parce que les villes se sont construites comme ça, le modèle économique, dès le début, il a été pensé pour avoir des usages très divers sur les réseaux de chaleur. Nous, on n'en est pas encore là. On a une culture des réseaux de chaleur qui est moindre. Il se développe significativement avec le fonds chaleur que j'évoquais tout à l'heure. Mais on commence à peine à raccorder des particuliers. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de raccorder d'abord des gros consommateurs ou bien des copropriétés. Mais en tout cas, voilà, des sites qui consomment beaucoup à l'unité plus qu'une maison individuelle, quoi. Et alors, ce fonds chaleur, là, justement, c'est quoi? C'est un fonds qui est annuel, qui est attribué comment il est attribué, ce fonds? Et là où potentiellement, vous êtes capable d'accompagner combien de villes dans les prochaines années, quoi? Alors là, on rentre un peu dans la mécanique de l'ADEME, mais c'est important parce qu'il y a pas mal de débats sur le sujet. Le budget de l'ADEME, il est voté annuellement par le Parlement. Et donc le fonds chaleur qui a été créé il y a une quinzaine d'années au moment du Grenelle de l'environnement, qui à l'époque faisait quelques centaines de millions d'euros par an. Aujourd'hui, on est à 800 millions. Parce que les projets se sont démultipliés. On a vu que c'était des projets qui avaient un intérêt. Les communes, quand elles voient une commune voisine qui fait un projet, elles se disent tiens, je peux peut-être faire la même chose. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de demandes. On a à l'ADEME à peu près 2 fois plus de projets que ce qu'on est en mesure d'accompagner. Rien que pour le bassin minier? Pour tout le fonds chaleur à l'échelle française. À l'échelle française. Et donc, c'est pour ça qu'il commence à y avoir une pression, une sélectivité entre les projets, puisque l'État qui nous confie ce fonds chaleur nous demande de l'utiliser de manière efficace. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner des projets qui ne se feraient pas sans nous, mais en même temps les accompagner sans dépenser de manière inconsidérée. Donc, vous voyez, c'est un peu cette ligne de crête qu'il nous faut tenir. On va le financer parce que sans nous, ça ne se ferait pas. Mais néanmoins, on ne peut pas financer quelque chose qui va coûter 10 fois plus cher qu'une solution alternative. Ouais, mais est-ce que ça ne peut pas devenir quand même un dossier prioritaire, cette exploitation du méthane des veines minières, puisque il a un pouvoir calorifique beaucoup plus important que le CO2 au niveau du réchauffement climatique. Il y a cet effet-là, et puis il y a l'effet géopolitique, le contexte géopolitique. On importe une année moyenne entre 40 et 60 milliards par an pour acheter du pétrole et du gaz en France. Donc vous voyez à côté le fonds chaleur, 800 millions. Ça permet d'avoir les ordres de grandeur. Est-ce qu'on choisit d'investir dans des solutions avec ces 800 millions et plus possiblement demain pour justement être moins dépendant de ces énergies importées, ou bien est-ce qu'on continue chaque année à acheter autant? Et une année de crise comme 2022, c'est pas 40 ou 60 milliards, c'est 120 milliards d'importation d'énergie fossile. Ouais, donc là, il y a vraiment un choix global. Bah oui, est-ce qu'on continue à brûler du pétrole et du gaz, ou est-ce qu'on investit pour des solutions qui rendent nos territoires plus souverains et qui valorisent des ressources locales? Mais est-ce que vous n'avez pas répondu à nos questions? Est-ce que demain, ça peut être un dossier prioritaire, et quelle est votre capacité à financer plusieurs villes dans la région? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les projets de gaz de mine, ils sont plutôt bien classés quand on les regarde à l'aune de l'efficacité des indicateurs que j'évoquais. C'est-à-dire quand on nous dit vous avez 800 millions, vous devez l'utiliser de manière efficace pour réduire la tonne de CO2, ce qu'on appelle l'euro à la tonne de CO2 abattue, ou l'euro au mégawattheure d'énergie renouvelable ou Fatal ED. Un projet gaz de mine, il est plutôt bien positionné sur cet indicateur-là. Donc demain, on pourra en accompagner plus. Des projets de géothermie, par exemple, qui sont très attractifs sur le papier, pourquoi on en fait beaucoup, mais pas suffisamment? Parce que ça coûte significativement plus cher. Donc vous voyez, c'est un équilibre entre tous les projets. L'idée, c'est pas de mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est de jouer sur le solaire, sur la géothermie, sur le biogaz, sur la chaleur fatale, sur le gaz de mine. Mais toutes ces filières ont des maturités différentes, ont des coûts différents, et c'est un bouquet global qu'on doit soutenir, mais de manière assez efficace. Là, vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, il y a des choix à faire, quoi, en gros. Oui. Peu ça. Et alors justement, quelle est la proportion entre la quantité de méthane qui continue à s'échapper et le potentiel qu'on peut utiliser pour l'électricité ou les réseaux de... Aujourd'hui, c'est quoi la proportion? S'il faut faire des choix, mais si on laisse
Le méthane s'échappait. Alors, on a le bassin est dans sa grande majorité en dépression, c'est-à-dire qu'on est en pression négative sous l'effet du captage actuel de la ressource. Donc, il y a peu de fuite de méthane, c'est ça? On va dire qu'on en capte beaucoup plus qu'il y en a qui part à l'atmosphère. Par contre, comme j'expliquais précédemment, on a ce qu'on appelle un phénomène d'ennoyage. On a de l'eau qui vient remplir les galeries et qui provient d'un aquifère belge, donc de l'Est, et qui a tendance à faire effet piston sur les galeries. En gros, ça vient pousser le gaz en surface. Et on l'a déjà remarqué, on y travaille avec l'Adréal, notamment des Hauts-de-France. Dans le secteur du Valenciennois, on a des poches de gaz qui se forment, ce qu'on appelle une compartimentalisation des galeries, et des montées en pression qui peuvent être assez brutales. Donc l'idée, c'est de multiplier les points de captage pour continuer à maîtriser ces zones qui vont devenir déconnectées du reste du réservoir, pour pouvoir continuer à éviter ces émissions à l'atmosphère. Et donc c'est tout l'objet aussi de la news récente qu'on a pu avoir avec l'attribution par l'État de 18 sites de captage supplémentaires. Oui, justement, ces 18 sites, comment vous allez exploiter cette autorisation? Alors en fait, on est exploitant du gaz de manière exclusive jusqu'en 2042 dans le cadre d'une concession renouvelable 2 fois 25 ans, donc je pense qu'on est encore là pour un petit moment. Mais en fait, ce gaz nous appartient d'une certaine manière, mais pas les anciens ouvrages, pas ce qui a été foré dans les années 2000, pas les sondages de décompression ou les anciens puits. Ce qu'on a demandé à l'État, c'est de nous mettre à disposition un certain nombre d'ouvrages pour pouvoir continuer à maintenir le captage et la mise en sécurité du bassin. Et ce qui s'est accéléré, c'est qu'à l'été 2024, il y a une réglementation européenne, ce qu'on appelle la réglementation méthane, qui est arrivée et qui oblige à tous les pays européens à gérer le problème des émissions de méthane diffuses, dont celle des bassins miniers. Donc on s'est entendu avec l'État pour un certain nombre d'ouvrages. Une partie vont passer directement en production parce qu'on a eu l'occasion de les tester, à peu près un tiers. L'autre tiers va être testé. On a un équipement spécial qui a été designé dans les années 2022-2023. Et ensuite, il y a une troisième catégorie qui sont là pour être surveillés, pour s'assurer que le captage est efficace et qu'on n'ait pas d'émissions. Et les catégories sont interchangeables. On est sur 18 ouvrages aujourd'hui, il pourrait en avoir plus demain si c'est nécessaire. Donc ça veut dire que là maintenant, il reste à trouver de l'argent pour inciter les villes à utiliser ce gaz de mine. Pour la production d'électricité, on va dire on est autonome et autosuffisant, mais en effet, dans le cadre de projets de réseau de chaleur, à chaque fois, on proposera de valoriser la chaleur sur les moteurs et à regarder s'il y a une faisabilité technique et économique. Mais dans tous les cas, on va commencer par produire de l'électricité, parce que c'est assez rapide à mettre en place. Et le réseau est à côté. Exactement. Ouais. Alors qu'un réseau de chaleur, ça peut prendre plusieurs années à se construire. Et sur un même site, en fait, vous pouvez faire 100% d'électricité, ou alors se dire on fait 50% d'électricité, 50% de réseau de chaleur. Alors en fait, si on prend le site de Béthune, qui est un bon exemple, on coche les 3 cases. On fournit du gaz directement à une chaudière qui fonctionne au gaz de mine. Donc en gros, c'est un brûleur qui est adapté. À côté de ça, on a 2 moteurs qui produisent de l'électricité injectée sur Enedis. On récupère la chaleur sur ces moteurs, donc chaleur fatale, qu'on réinjecte dans le réseau. Donc sur un même site, on arrive à faire production de gaz, production d'électricité, production de chaleur. Dernière question, Éric Vidalinck. Que représente le bassin minier dans cette exploitation du gaz de mine par rapport au reste de la France? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres régions minières en France. Aujourd'hui, on est un peu leader sur ce sujet-là, ou c'est peut-être Yann Fouan qui peut répondre à cette question? Je ne sais pas. Oui, j'ai pas forcément l'image nationale globale. Ce qui est sûr, c'est que on consomme à peu près 50 TWh par an de gaz à l'échelle des Hauts-de-France. Le biogaz, la méthanisation, c'est le premier potentiel pour substituer. Et ensuite vient le gaz de mine. Mais on n'arrivera pas demain à produire 50 TWh de gaz issu du gaz de mine. Donc le premier sujet, c'est économiser du gaz, développer du gaz renouvelable avec le biogaz et valoriser le gaz de mine pour les autres usages. Mais les autres usages en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de c'est le seul bassin connu en France où on peut exploiter le gaz de mine dans l'État.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale Comme une planète dédiée aux enjeux écologiques des Hauts-de-France. Un magazine co-réalisé par La Voix du Nord et RCF Hauts-de-France, consacré aujourd'hui au potentiel écologique du gaz de mine du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, un grand merci à nos deux invités, à Yann Fouan, directeur des relations publiques et des projets pour la Française de l'énergie, et Éric Vidalinck, directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France. Et cette émission est à retrouver dès maintenant en podcast sur rcf.fr, sur la chaîne YouTube RCF et dans les pages régions de La Voix du Nord. Et je vous donne rendez-vous le 22 mai prochain avec La Voix du Nord pour une nouvelle émission Comme une planète spéciale consacrée aux abeilles.